Bonjour à toutes et à tous. La science, pour beaucoup, c'est le domaine des faits, des preuves, des certitudes. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Accrochez-vous, parce qu'on va voir ensemble que l'aventure scientifique est bien plus complexe, pleine de ruptures, de révolutions et de questions qui restent ouvertes. Voilà la grande question qui va nous guider. Quand on entend « c'est scientifiquement prouvé », on s'imagine tout de suite une sorte de vérité absolue, gravée dans la roche. Pourtant, le rapport entre la science et la vérité, c'est une histoire beaucoup plus subtile et passionnante qu'on ne le croit. C'est un peu l'image d'Épinal, si on veut. La science, ce serait comme un grand chantier où on empile des briques de savoir les unes sur les autres pour construire un mur de la connaissance toujours plus haut. C'est une vision rassurante, c'est sûr, sauf que les grands penseurs de la science nous montrent que ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors, par où est-ce que ça commence, la science? On pourrait croire que ça commence par l'observation, mais en fait, la toute première étape est beaucoup plus surprenante et même un peu contre-intuitive. Pour faire de la science, il faut d'abord apprendre à se méfier de ce qui nous paraît évident. Et là, on a cette citation incroyable de Gaston Bachelard. « L'opinion pense mal, elle ne pense pas ». C'est direct. Ce qu'il veut dire par là, c'est que notre opinion de tous les jours, notre sens commun, ne cherche pas la vérité. Non, elle cherche à être pratique, à répondre à nos besoins immédiats. La science, elle, doit faire tout le contraire. Elle doit commencer par démolir ces fausses évidences. On a donc vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, l'opinion, qui est plutôt passive, qui affirme sans chercher plus loin. De l'autre, l'esprit scientifique, qui est une démarche active, une construction. Il ne s'agit plus d'accepter une réponse toute faite, mais de formuler un vrai problème là où, justement, tout semblait réglé d'avance. Donc, le point clé à retenir ici, c'est celui-ci. La science n'est pas le prolongement de notre pensée de tous les jours. C'est une rupture. Le vrai point de départ de la science, ce n'est pas l'émerveillement, c'est la critique de notre premier regard sur le monde. Ok, passons à la deuxième section. Et là, on va s'attaquer à une autre grande idée reçue, celle d'un progrès scientifique qui serait une belle ligne droite, bien propre, bien continue. En réalité, l'histoire des sciences, c'est beaucoup plus chaotique. Ça ressemble plus à une série de tremblements de terre intellectuels. Alors la question se pose, si ce n'est pas juste une accumulation, comment la science avance-t-elle? Eh bien pour répondre à ça, on va faire appel à un philosophe des sciences absolument majeur, Thomas Kuhn. Kuhn nous apporte un concept fondamental, le paradigme. Attention, un paradigme, c'est bien plus qu'une simple théorie. C'est carrément une vision du monde complète, une sorte de matrice de pensée que toute une communauté de scientifiques partage à un moment donné. Pensez par exemple à la physique de Newton ou à la théorie de l'évolution de Darwin. Ça, c'était des paradigmes. Et ce que Kuhn nous montre, c'est que la science avance par cycle. D'abord, on a une longue période de science normale. Là, on résout des énigmes à l'intérieur du paradigme. Mais un jour, paf, des anomalies apparaissent. Des résultats bizarres qui ne collent plus avec la théorie. Ça crée une crise. Et cette crise ne peut se résoudre que par une révolution. On jette l'ancien paradigme et on en adopte un tout nouveau. Et là, la phrase de Kuhn est juste vertigineuse. L'homme de science travaille désormais dans un monde différent. C'est-à-dire qu'après une révolution scientifique, comme quand on est passé d'un univers centré sur la Terre à un univers centré sur le Soleil, les scientifiques ne voient littéralement plus la même chose. Le monde n'a pas changé, mais leur manière de le voir, de l'interpréter, a été complètement transformée. Allez, troisième section, on va parler d'un outil fétiche de la science, les mathématiques. Alors, les maths, est-ce que c'est le langage secret de l'univers ou est-ce que c'est une pure invention de notre esprit? On a d'abord la vision classique, la vision magnifique de Galilée. L'univers serait comme un grand livre, et ce livre serait écrit en langage mathématique. Il y aurait donc une sorte d'harmonie parfaite entre la logique de notre esprit et la structure du monde. C'est une très belle idée. Mais est-ce que c'est si simple? Eh bien, cette harmonie va être sérieusement bousculée. Et pas par n'importe qui, par Albert Einstein lui-même. Einstein nous dit « Attention, il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, il y a le monde purement logique des maths. C'est un jeu de l'esprit, un système d'axiomes, de déduction. La seule règle, c'est que ça doit être cohérent. Et de l'autre côté, il y a le monde réel, celui qu'on observe, qu'on expérimente. » Et la conclusion d'Einstein, c'est une petite bombe. Il dit qu'en tant que jeu de l'esprit, la géométrie n'est ni vraie ni fausse. Le mot vrai n'a de sens que quand on essaie de faire correspondre ce jeu logique avec la réalité. Autrement dit, les maths ne sont pas la réalité. Ce sont un outil, un langage extraordinairement puissant qu'on a inventé pour la décrire. Bon, jusqu'à maintenant, on a surtout parlé de physique, d'astronomie, les sciences de la nature. Mais qu'est-ce qui se passe quand la science essaye de se pencher sur un objet beaucoup plus complexe et fuyant, l'être humain? C'est là qu'on tombe sur ce que l'anthropologue Claude Lévi-Strauss appelle le dilemme des sciences humaines. D'un côté, elles veulent être aussi scientifiques que les sciences de la nature, logiques, sauf que leur objet d'étude, c'est nous.
C'est la conscience, la liberté, la culture. Et le risque, c'est qu'en voulant tout définir, tout mesurer, on passe à côté de l'essentiel. Elles sont donc face à un choix terrible, soit elles restent fidèles à la complexité de l'humain, soit elles rentrent dans le moule des autres sciences, mais au risque de trahir leur objet. Et Lévi-Strauss nous donne un exemple super parlant. Il dit que la science peut prévoir sans forcément tout expliquer. C'est le cas de la météo. On peut prédire le temps de demain avec pas mal de précision, sans pour autant comprendre la totalité des mécanismes en jeu. Et à l'inverse, la science peut expliquer sans pouvoir prévoir. C'est le cas de la théorie de l'évolution. Elle explique magnifiquement comment la vie s'est développée, mais elle est totalement incapable de prédire quelle sera la prochaine espèce à apparaître. Ok, on arrive à la dernière section et là on va toucher au cœur du réacteur philosophique. La science explique-t-elle vraiment le monde ou est-ce qu'elle fait en réalité tout autre chose? Et pour ça, on va convoquer Nietzsche. Et sa critique est redoutable. Pour lui, ce qu'on appelle une explication scientifique, ce n'est en fait qu'une description incroyablement précise. Les lois de la physique nous disent comment la pomme tombe, avec des équations parfaites. Mais elles ne nous disent jamais pourquoi il y a une force de gravité plutôt que rien. La science décrit le comment, mais le pourquoi fondamental lui échappe toujours. Alors, après tout ce parcours, qu'est-ce qu'on retient? Le premier point, et c'est sans doute le plus important, il faut abandonner l'idée que la science est une sorte de miroir passif de la réalité. Elle ne se contente pas de dévoiler un monde qui attendrait sagement qu'on le découvre. Non, la science, c'est bien plus que ça. C'est une construction, une formidable construction de l'esprit humain. C'est une méthode, un ensemble d'outils pour poser des questions au monde de manière rigoureuse. C'est une aventure humaine, avec ses débats, ses coups de génie, ses impasses et ses révolutions. Ce qui nous amène à la question finale. Si la science ne nous donne pas la vérité absolue avec un grand V, alors qu'est-ce qu'elle nous offre vraiment? Eh bien, peut-être qu'elle nous offre quelque chose d'encore plus précieux. Pas la certitude, mais les moyens les plus fiables qu'on ait jamais inventés pour dialoguer avec le réel. Elle nous donne le pouvoir de le transformer et surtout, elle nous enseigne l'humilité. L'humilité de savoir que la quête de la connaissance, elle n'est jamais terminée.